13h, 14h, Europe 1 Info. Europe 1 Info, la suite à 13h32 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias et vos deux chroniqueurs, Sébastien Ligné, chef du service politique chez Valeurs Actuelles, et nous a rejoint au studio Xenia Fedorova, journaliste et chroniqueuse sur CNews. Bonjour Xenia Fedorova, soyez la bienvenue. Merci. On va parler évidemment des négociations sur une possible paix entre l'Ukraine et la Russie. C'est encore à l'étape des tâtonnements, un petit pas d'un côté, un petit pas de l'autre, on n'y est pas, mais justement on va en parler. Aujourd'hui, les dirigeants se réunissent à La Haye pour lancer une commission internationale des réclamations destinées à indemniser Kiev d'un côté, et puis on a appris que l'Ukraine demandera aux États-Unis des armes à longue portée si la Russie rejetait les efforts de paix. C'est Volodymyr Zelensky qui l'a déclaré. Est-ce que pour Moscou, ce serait un cap de franchi? Comment est-ce que la Russie réagirait-elle? Mais déjà, c'est très facile de faire la Russie rejeter le plan de paix. Il est suffisant de retirer les points importants pour la Russie ou ajouter les points qui sont les lignes rouges. Par exemple, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est un point rouge. La présence de forces otaniennes en Ukraine, sur le sol ukrainien. Donc, la vraie question qu'on peut se poser, c'est quel est l'objectif? Parce que c'est à plusieurs reprises que Vladimir Zelensky a demandé ces missiles de longue portée, Tomahawk. C'était quelque chose qui a un peu devenu une idée d'obsession pour lui. Et même quand Donald Trump a dit qu'il n'envisage pas donner ces missiles-là, il pose cette question encore, peut-être pour mettre la pression, mais la vérité, ce que je pense, et je trouve que c'est contre-productif, parce que ça montre qu'il pense déjà à un after. C'est-à-dire, si l'accord de paix n'est pas signé, on va demander ça, on va continuer la guerre. Mais ça met un peu peut-être la pression. Oui, mais pas sur la Russie, parce que la Russie a déjà vécu tout ça avec les demandes de Zelensky. Même avant l'arrivée de Donald Trump, cette question des missiles de longue portée était toujours dans l'air, on peut dire. Donc, je pense que la Russie est plutôt préparée pour n'importe quel scénario. Mais pour moi, je trouve qu'il faut suivre le schéma diplomatique avant de demander les armements. On n'est pas encore là, il n'y a pas encore un échec. On a écouté Donald Trump hier, je pense qu'il a dit qu'on est très très près d'un accord de paix. Il faut donner une chance à la paix, c'est ce que vous dites, et aux négociations en tout cas. Sébastien Ligné. Moi je vais reprendre votre mot, Clélie. Je pense qu'on est dans une stratégie de mise sous pression de Volodymyr Zelensky qui finalement se sait acculé, notamment au niveau national, avec ce scandale de corruption, on l'a répété à plusieurs reprises, qui se rapproche dangereusement de sa propre personne après son directeur de cabinet et de plusieurs ministres. Il sait très bien qu'il va falloir très rapidement mettre fin à cette paix, et donc il met la pression autour de cet accord, et finalement dire, si cet accord-là n'aboutit pas, et qu'on repart dans une spirale guerrière, alors je demande à ce que je sois réellement armé par mes alliés pour continuer ce conflit sur 2-3 ans. Donc il met la pression finalement aussi sur la Russie, mais aussi sur les Américains. On sait que Donald Trump souhaite politiquement que ce conflit s'arrête, économiquement aussi. Mais pour cela, il faut que cet accord, celui-là, pas celui dans 6 mois, que cet accord-là aboutisse à quelque chose. Donc Volodymyr Zelensky met toute la pression qu'il peut sur cet accord-là. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je ne suis pas certain, mais on peut comprendre la stratégie. Se dire finalement, maintenant ça suffit, il faut que cet accord aboutisse à quelque chose. Qu'est-ce qui bloque pour cet accord de paix? Xenia Fedorova. Vous savez, moi je dis déjà à plusieurs reprises que je pense que ce bloc, c'est l'exigence de l'Union européenne. Parce que si on regarde, oui, je comprends, c'est tout le monde en l'Union européenne, si on parle de Merz, Macron, ils continuent de répéter qu'ils cherchent la paix. Mais la réalité, c'est que ce sont eux qui encouragent Zelensky toujours continuer la guerre. Et c'était le cas depuis quelques années. Aujourd'hui, par exemple, je pense qu'on va en parler, la France exige... Ils ont quand même fait des plans, ils ont essayé d'amender. Ce qu'ils veulent, c'est que l'Ukraine et l'Union européenne, enfin, ou on va dire les Européens, si on compte aussi les Britanniques, participent à ce plan de paix. Non, ce qu'ils veulent, c'est plutôt une défaite stratégique de la Russie. Et ils veulent éviter la capitulation de l'Ukraine. Et c'est comme ça, voit ces accords de paix parce qu'il y a une perte de territoire. Sauf que la situation sur les terrains, c'est la Russie qui avance. Et cette situation, cette réalité, il ne prend pas en compte. Et en fait, c'est une impasse et c'est assez en fait étrange. Si on regarde, il continue de
convaincre Zelensky qu'il faut demander les conditions plus favorables quand l'Ukraine aujourd'hui n'est pas dans les situations favorables du tout. C'était peut-être le cas encore en 2022, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que sur le terrain, notamment à l'Est, la Russie a gagné une grande partie du territoire du Donbass, notamment. Exactement, oui. Et aussi parce que l'Ukraine est en faillite, il n'y a pas suffisamment d'hommes, il y a un manque d'armement. Je pense que les États-Unis peuvent continuer à fournir les armements, mais imaginons pour une seconde si il y a un échec et Trump s'est dit bon, je me retire de ces conflits. Mais on peut comprendre complètement. Oui, mais on peut comprendre que ce soit difficile pour l'Ukraine et ses alliés de céder une partie du territoire. Bien sûr, parce que pour les Européennes, c'est une perte d'efface, parce qu'après, les milliards qui étaient fournis à l'Ukraine, c'est presque, ça sert à rien. Après, il y a aussi les questions des garanties. Il y a des pays absolument. Alors, j'allais y venir, puisque les dirigeants européens ont proposé, c'était hier, une force multinationale pour l'Ukraine. En fait, la France a réclamé l'établissement de garanties de sécurité robustes pour Kiev. Il y a quand même une certaine crainte vis-à-vis de la Russie, que la Russie, une fois l'accord de paix signé, envahisse d'autres pays. Oui, je pense que cette peur existe. Et surtout, ça existe aussi à cause de certains discours de pays européens, de Macron, de l'OTAN. Mais la vérité, la Russie a précisé à plusieurs reprises qu'elle ne cherche pas à faire une guerre à l'Europe. Après, il faut se préparer, mais les conditions doivent être acceptables pour les deux côtés pour qu'on puisse avoir une paix. Et mettre les conditions qui ne sont pas acceptables, parce que la Russie aussi, on compte que l'Ukraine va prendre le temps pour reprendre le souffle, comme on peut dire, rester réarmée, avoir encore plus de mercenaires, des armements, et va essayer réattaquer encore une fois Donbass. Donc, c'est les craintes des deux côtés, c'est pas qui est le côté de l'Ukraine. Sébastien Ligné. Moi, je trouve que toute cette situation manque de clarté et que c'est ce manque de clarté qui pousse à ce blocage. Parce que sur tous les points de blocage, c'est pas clair. Pardon, on parle de ce premier point de blocage, donc sur la garantie sécuritaire de l'Ukraine en cas de cessez-le-feu et d'accord de paix. Vous parlez de cette force multinationale européenne. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, force multinationale. Combien d'hommes ? Qui concrètement ? C'est peut-être normal que ce ne soit pas précis au stade où on en est. Ah oui, mais moi je pense que, notamment du côté russe, ils demandent des choses précises. Si ils doivent signer un accord de paix qui prévoit que des forces européennes soient quasiment à la frontière de la Russie, je pense que c'est pas totalement anodin et c'est pas totalement honteux que les Russes demandent concrètement combien d'hommes, de quelle nationalité, avec quel armement. Pour l'instant, on ne sait pas. Sur la question des territoires, qui est évidemment le grand point d'interrogation de cet accord de paix, pareil, il y a un manque de clarté. Volodymyr Zelensky nous parle d'un potentiel référendum, une potentielle élection pour que les Ukrainiens acceptent ou non de céder des territoires, ce qui, selon moi, est une très bonne démarche. Mais encore une fois, dans combien de temps on parle concrètement ? Parce que si on parle d'une élection qui est organisée dans 6 mois ou 1 an, c'est des dizaines de milliers de victimes en plus. Ce sera une situation au sol qui ne sera pas forcément la même, d'une ligne de front qui aura peut-être changé. Et puis si on fait un référendum, une élection, est-ce qu'on inclut les Ukrainiens qui vivent actuellement dans ces territoires occupés, ou on fait simplement un référendum avec les Ukrainiens de l'Ouest ? Là aussi, ça manque de clarté. Et ensuite, sur la question américaine et russe, aussi, moi je trouve que Vladimir Poutine avance masqué, c'est bien son droit, mais ça ne participe pas à avoir plus de clarté. Et du côté de Donald Trump, ce qu'on comprend, c'est qu'il veut aller vite, qu'il veut que cette paix arrive rapidement, pourquoi pas même avant Noël, pour qu'il ait une victoire politique majeure. Mais que cherchent Donald Trump et les États-Unis dans l'après paix, que cherchent Donald Trump et les Américains sur l'Ukraine après la paix, on n'en sait pas plus. Donc pour moi, on n'en sait pas plus sur tous les domaines et ça n'aide pas à la paix. Et tant qu'on n'aura pas des réponses claires et des choses précises qui seront mises sur la table, je ne pense pas qu'on avancera. J'ai l'impression que vous nous décrivez une partie de poker finalement. C'est hélas, la diplomatie, la géopolitique est souvent... Mais c'est ce que j'allais dire, ça en fait partie aussi. Donc si l'un dévoile son jeu, il va être en position de faiblesse. J'entends, mais on peut très bien aussi accepter de faire un pas chacun vers l'autre et d'avancer avec un peu moins de masques. Parce que honnêtement, là oui, on est dans un poker menteur, mais le problème c'est que pendant que certains dirigeants jouent au poker menteur, sur le terrain, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui meurent
tous les mois. Et c'est peut-être ça le problème aussi. Xenia Fedorova. Oui, mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de très masqué. Je pense que les points qui sont les points inacceptables pour la Russie étaient relayés par Kremlin à plusieurs reprises. Et il les répète tout le temps. Je pense que franchement, si on parle d'élections et de référendums, juste un point. Déjà, pour Vladimir Zelensky, qui était élu en 2019, il était élu sans la participation de ces régions de Donbass. Donc, ça n'est pas empêché d'être élu. Et la deuxième chose, il y a eu déjà les référendums sur ses côtés. Donc, on peut envisager que ces régions-là sont plutôt pro-russes. Parce qu'il y a eu un référendum et les résultats étaient clairs. Aujourd'hui, la question, c'est le reste de l'Ukraine, c'est l'Ukraine de l'Ouest, vous avez tout à fait raison. Et en fait, je pense que Vladimir Zelensky, pour finir, je pense qu'il va proposer beaucoup de choses juste pour gagner le temps. Je ne vois pas son vraie volonté de saisir le pouvoir, c'est-à-dire d'avoir les élections. Et je pense que sous la pression avec ces scandales de corruption, il essayait de garder le pouvoir le plus long possible. Mais c'est mon point de vue. Mais pourtant, il s'est dit prêt. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière. Il s'est dit prêt de nouvelles élections. Oui, il dit qu'il est prêt. Mais en fait, on ne voit pas exactement dans quel... Vous avez tout à fait raison. Quand est-ce que ces élections peuvent prendre place? Mais parce qu'il exige les garanties de sécurité. Et puis c'est compliqué à organiser quand même dans un pays en guerre. Voilà. Donc c'est très utile pour dire qu'on ne peut pas organiser les élections. C'est très compliqué, on est en guerre et donc il n'aura pas les élections. Je pense que... Oui, je pense qu'il y a aussi cette question de cessez-le-feu. Parce que l'Ukraine, aujourd'hui, demande un cessez-le-feu. L'année dernière, c'était la Russie qui demandait le cessez-le-feu avant le Noël. L'Ukraine a refusé. Mais aujourd'hui, l'Ukraine a besoin. Encore une fois, la Russie va refuser parce qu'il ne veut pas donner à l'Ukraine le temps pour se réarmer. Malheureusement, c'est répétition. Sébastien Ligné, ouais. Oui, mais je suis totalement d'accord. C'est facile d'annoncer qu'on souhaite une élection. C'est plus difficile de l'organiser et de donner un agenda clair pour cela. Il y a quand même une vraie question, c'est que pense le peuple ukrainien de toute cette affaire? Parce qu'on les entend jamais. D'un point de vue occidental, je veux dire français, on n'entend jamais des médias aller en Ukraine et tendre le micro aux Ukrainiens. C'est quand même, il y a des reporters. En Kiev plutôt, mais on n'entend jamais l'autre partie. Je me rappelle encore d'il y a quelques mois ou années, quand on osait dire qu'une partie de la population ukrainienne était fatiguée de ce conflit, qu'une partie de la population ukrainienne fuyait l'Ukraine parce qu'ils ne voulaient pas s'engager sur le terrain. On était accusé de poutinolâtres, de complotistes, alors qu'aujourd'hui vous avez des chiffres qui vous expliquent que depuis quasiment 10 ans, la population ukrainienne a été quasiment divisée par 2, qu'en Allemagne, le chancelier a demandé à l'Ukraine de reprendre les jeunes Ukrainiens parce qu'il ne pouvait plus les accueillir dignement et en tout cas dans la durée. Donc oui, il y a aussi une colère, il y a aussi une lassitude de la guerre côté ukrainien, et il faudrait peut-être aussi les interroger un jour, parce que c'est quand même la clé du conflit. Il y a eu un sondage, je pense, un sondage qui parlait que les Ukrainiens veulent la paix, ils ne veulent plus la guerre, ils ne veulent plus continuer la guerre. Il y a eu un sondage au début. On reste ensemble, on continuera d'en parler. On entendra également le général Pierre de Villiers, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe.